Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode des Arrivées dans les soins infirmiers. Je suis Déborah Host et je suis vraiment ravie que vous soyez avec nous. Ce podcast est présenté par BFAP, le centre de conseil berlinois pour les professionnels et professionnelles disposant d'un diplôme étranger en soins infirmiers. Nous vous accompagnons pour toutes les questions liées à la reconnaissance professionnelle et à votre arrivée dans les quotidiens des soins à Berlin. Dans ce premier épisode inaugural, nous abordons un sujet qui nous tient toutes et tous particulièrement à cœur, le recrutement équitable comme toute première étape vers une fidélisation réussie du personnel. Aujourd'hui, nous voulons montrer qu'une bonne intégration ne commence pas au chevet du patient ni le premier jour de travail. Elle commence dès les premiers contacts à l'étranger. C'est bien là qu'elle doit commencer. Pour cela, je vous ai apporté aujourd'hui deux perspectives passionnantes. Notre premier invité est Helmut Hussmann de Caritas Gesundheit Berlin. Il nous donnera un aperçu très honnête de la pratique d'un très grand organisme. Et dans la deuxième partie, nous parlerons avec Ann-Christine Wedeking, directrice du bureau du label de qualité pour le recrutement équitable dans les soins infirmiers en Allemagne. Ensemble, nous verrons comment rendre le chemin vers Berlin équitable et durable pour les deux parties. Bien sûr pour les établissements, mais aussi pour les professionnels. Nous sommes heureux que vous soyez là. Commençons tout de suite. Nous sommes aujourd'hui chez Caritas et je suis très heureuse que Helmut Hussmann, responsable du service central de recrutement de Caritas Gesundheit GmbH, soit avec moi et que nous puissions discuter aujourd'hui dans ce podcast de la situation de son établissement et de son recrutement. Bonjour Helmut. Un très bonjour à toi, Déborah. Merci beaucoup pour l'invitation. Je t'en prie. Le mieux serait que tu te présentes toi-même. Oui, avec plaisir. Je suis Helmut Hussmann. J'ai 38 ans. Je travaille dans le domaine du recrutement depuis 2008. J'ai donc vraiment accumulé beaucoup d'expérience. D'abord dans les services d'ingénierie, puis dans un deuxième temps pour une très grande branche de la chimie, et maintenant depuis 2016 dans le secteur social, et depuis bientôt 3 ans exactement, je travaille effectivement pour Caritas Gesundheit ici à Berlin. Très bien. Cela signifie que tu connais le paysage et, en tant qu'établissement employeur disposant de services de soins très différents, peux-tu nous dire où se situe la priorité ou peut-être le défi du recrutement aujourd'hui ? Alors, quand j'ai commencé il y a 3 ans, le domaine des soins était effectivement très tendu en matière de recrutement. Le marché du travail, nous le savons tous, est vide et il est difficile d'attirer des personnes compétentes et formées vers des métiers qui ont prétendument une mauvaise réputation, ce qui n'est pourtant pas vrai, car 90% des soins sont des exemples positifs et ce sont peut-être les 10% qui se passent moins bien qui sont médiatisés. Cela rend la profession peu attrayante pour beaucoup, ce qui n'est pas forcément nécessaire, et le problème est de dire que les soins, c'est cool, c'est gratifiant, et c'est aussi super de faire ce métier. C'est une base d'avenir, mais c'est si peu attrayant pour beaucoup de gens qu'ils ne s'y intéressent pas. Cela vide encore plus le marché du travail pour nous, et pour les professionnels qui sont là, il faut bien sûr regarder, en tant que Caritas, comment se rendre attractif. Que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'étranger, il est tout aussi difficile pour nous deux de trouver des gens. Exactement. D'après notre expérience, surtout dans le conseil, nous voyons que les soins de longue durée représentent un défi plus grand que par exemple les cliniques. Tu es pour ainsi dire à l'aise dans les deux domaines. Vois-tu une différence ou vois-tu des besoins différents pour recruter plus ou moins dans l'un ou l'autre domaine ? Est-ce plus facile dans l'un d'eux ? Alors, je peux très bien comparer les deux domaines. J'ai travaillé pendant 7 ans dans le secteur des soins de longue durée. On y remarque déjà une grande différence par rapport au secteur hospitalier, ne serait-ce qu'au niveau des standards de soins. Les soins de longue durée signifient vraiment que l'on accompagne une personne sur une longue période. Dans de nombreux pays d'origine, par exemple, ce sont les proches qui s'occupent des soins. En arrivant ici en Allemagne, il est bien sûr difficile pour la personne qui arrive de s'adapter à ce cadre de soins de longue durée, car on n'y est pratiquement pas habitué. En milieu hospitalier, il y a beaucoup de travail médical, mais aussi le thème des soins de base.
On peut peut-être mieux vendre cela grâce à cet aspect médical et recruter du personnel beaucoup plus rapidement pour le secteur hospitalier. Et c'est, de mon point de vue, la plus grande différence entre les deux domaines. Cette différence, qui est évidente, a-t-elle des répercussions sur la manière dont vous recrutez et sur les lieux où vous recrutez? Oui, absolument. Nous regardons très précisément, surtout pour ce qui est de l'étranger, quels sont les pays d'origine où le thème des soins est réellement valorisé. Existe-t-il des endroits dans le monde qui fonctionnent de manière similaire à l'Allemagne, où nous pouvons voir qu'ils ont une compréhension identique de la médecine gériatrique? C'est bien sûr un marché cible où nous nous disons qu'il vaut la peine de recruter, car ils savent dans quoi ils s'engagent. Pour les soins hospitaliers, il est tout aussi intéressant de regarder des pays où le standard médical est élevé, car nous savons qu'ils pourront s'intégrer très très bien chez nous, en Allemagne, avec la technologie qu'ils utilisent déjà dans leur pays d'origine. Cela signifie-t-il, inversement, que vous recrutez dans des pays très spécifiques pour les soins de longue durée? Ouais, c'est ce que nous faisons en tout cas. Peux-tu nous citer quelques exemples? Alors, il y a par exemple en Turquie la possibilité, si l'on vit sur place, de se spécialiser en médecine gériatrique. Il y a là-bas des centres pour seniors qui fonctionnent de manière similaire à ceux en Allemagne. Cela signifie qu'il n'y a pratiquement que le transfert vers l'Allemagne à gérer, car le contenu technique est pratiquement le même. Il existe aussi parfois en Thaïlande des établissements pour seniors qui sont effectivement très souvent fréquentés par des Allemands. Et ces infirmiers thaïlandais qui travaillent dans ces centres sont également très intéressés par l'Allemagne. Comme je le disais, notre expérience montre aussi que de nombreux professionnels de santé ont des compréhensions différentes du métier. Cela vient du fait que la formation est naturellement différente de celle que nous avons ici. Mais ce qui arrive aussi, c'est qu'ils ont parfois, par exemple, un diplôme de licence et qu'ils arrivent ici dans les soins gériatriques et de longue durée. Comment gérez-vous cette différence d'attente? Comment vous assurez-vous, pendant le recrutement, qu'il y ait une transparence afin que de tels malentendus ou de fausses attentes, difficiles à percevoir depuis le pays d'origine, ne se produisent pas? Alors, il y a effectivement plusieurs voies que nous suivons. La première, et pour moi la plus importante, est de communiquer ouvertement dès le début comment fonctionne notre système ici, quelles sont exactement tes tâches et qu'est-ce qui t'attend précisément. Nous avons, par exemple pour la Turquie, des entretiens sur place, c'est-à-dire que nous nous déplaçons réellement avec une petite délégation pour mener des entretiens et apprendre à connaître les gens lors de discussions en tête-à-tête, et nous leur expliquons très précisément ce que signifient les soins. Nous leur montrons des photos, nous leur montrons un peu le système, comment la personne est soignée par exemple, et quelle est la différence entre ton pays d'origine et notre pays. Et là, beaucoup de gens réalisent, c'est un vrai moment de révélation. La deuxième voie, une fois que nous avons choisi une personne, est de l'accompagner de très près. Nous restons en contact, généralement toutes les 2 ou 3 semaines, par un petit message, par email, par WhatsApp ou par téléphone, notamment pour les documents. Et puis, la troisième étape, c'est l'arrivée, l'accueil chaleureux. Et surtout ne pas jeter les gens directement dans le service en disant «Tiens, vas-y, cours, c'est ton unité de vie, amuse-toi bien». Non, c'est un véritable travail d'intégration. La personne reçoit un buddy qui l'accompagne et l'introduit réellement dans le système pendant les 3 ou 4 premières semaines et lui montre comment les choses fonctionnent sur place. Super, très bien. Ce sont donc, pour ainsi dire, vos étapes des réussites pour faire en sorte que le personnel reste chez vous durablement? Oui. Vous avez de nombreux secteurs, des nombreux collaborateurs. Par conséquent, vous avez aussi la possibilité de détacher des personnes pour cela, ou d'en embaucher spécifiquement pour mettre en place les mesures d'intégration et des recrutements. Des nombreux établissements de soins des longues durées, ici à Berlin, n'ont pas cette capacité. D'après ton expérience, qu'est-ce qu'il faudrait absolument retenir si l'on n'a qu'un petit effectif et peu de ressources? Quelles sont les mesures clés qui, selon toi, doivent être prises malgré tout pour que cela fonctionne? Et y a-t-il des conseils pour les petits établissements, des choses que l'on peut faire si l'on ne peut pas agir à grande échelle? Ce sont tout simplement des exemples concrets. Le premier point important est qu'il faut avoir du courage. Il faut avoir la volonté de considérer le recrutement, qu'il soit national ou international, comme une tâche centrale, car c'est ce qui maintient finalement l'entreprise en vie. Surtout dans le recrutement, il faut être prêt à créer une équipe, même si ce n'est qu'une seule personne au début pour une petite entreprise. Il faut investir cet argent.
C'est de l'argent bien investi. En ce qui concerne l'étranger, il existe bien sûr des possibilités de se faire aider par des partenaires externes. C'est tout à fait faisable, mais cela doit être lié à l'aspect financier et à la volonté de se dire j'investis là-dedans. Ce qui est important, bien sûr, si l'on décide de franchir ce pas, c'est de penser globalement. Il faut s'occuper dès le début de la question comment mon personnel actuel va-t-il accueillir cela? C'est aussi un aspect majeur. Il faut sensibiliser un peu au fait que une personne arrive d'un autre pays avec d'autres racines, d'autres valeurs. Comment puis-je l'accueillir concrètement sans qu'elle ne reparte effrayée afin de la garder chez nous? Et ensuite, bien sûr, regarder comment amener cette personne à la reconnaissance des diplômes. Comment l'accompagner? Quelle école utiliser pour obtenir la reconnaissance? Ai-je peut-être des possibilités au sein de mon réseau ou avec des entreprises partenaires pour mener à bien cette reconnaissance? Ce sont des options qu'il faudrait vérifier au préalable. Si les réponses sont positives, on peut alors se lancer dans le recrutement en toute bonne conscience. Ce sont des points super importants que tu soulignes là. Il est aussi important de savoir qu'il existe des mécanismes d'accompagnement à Berlin, donc des projets de soutien, comme nous par exemple au centre de conseil. Tu as mentionné la reconnaissance comme un point crucial où l'accompagnement et le soutien sont disponibles. Néanmoins, comme tu le dis, il faut du courage pour suivre cette voie et on a souvent l'impression de devoir gravir un mont Everest. Comment faire? Je n'y arriverai jamais. Avec le recul, quels ont été les aspects qui t'ont surpris, auxquels tu n'aurais pas pensé, mais qui ont finalement été plus difficiles ou plus faciles que prévu? Ton expérience révélation, en quelque sorte. Mon point fort absolu, qui m'accompagnera probablement toute ma vie professionnelle et au-delà, est la belle histoire de nos débuts concernant une professionnelle iranienne. La personne nous avait écrit. Nous avons reçu un email tout simple et c'est ainsi que le contact a commencé. Elle nous a envoyé ses documents. Nous avons dit que cela se présentait bien, mais que nous avions besoin d'un avis de reconnaissance. On nous a dit qu'il était difficile d'envoyer des documents d'Iran vers l'Allemagne. Puis nous avons réussi, par 3, 4 ou 5 détours, à obtenir tous les originaux que nous avons pu faire traduire ici. Ensuite, il s'agissait de demander l'avis de reconnaissance. Et là, nous n'avions pas la possibilité d'obtenir une attestation de bonne conduite sur place, car les femmes en Iran n'en reçoivent pas. Alors je t'ai appelé, ou c'était ma collègue, et tu as dit « Fais-lui envoyer une déclaration sur l'honneur disant qu'elle a un casier vierge, blablabla. » Ça a effectivement marché, et la personne est arrivée en Allemagne en janvier 2024. C'était génial de l'accueillir ici. Elle a enlevé son voile, elle a dit « Maintenant commence une nouvelle vie pour moi. Je vous suis tellement reconnaissante de pouvoir être ici. » Elle a assuré pendant son cours de reconnaissance et elle est maintenant, depuis près de 9 mois, une professionnelle pleinement reconnue et elle est super heureuse d'être ici. Cela nous apporte énormément en retour et quand on la voit le matin en allant au travail ou qu'elle passe entre deux services pour discuter un peu, c'est génial, son allemand est presque courant maintenant. Elle est rayonnante et on sent qu'on a fait quelque chose de bien. Et c'est cela qui doit donner du courage pour gravir cet Everest, de se dire que ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine pour la personne qui vient. Ça en vaut la peine pour la personne qui est soignée dans son lit. Et ça en vaut la peine aussi, c'est un peu mon point de vue de recruteur, de s'être vraiment donné du mal. Merveilleux, exactement. Une très belle histoire. Je suis ravie que nous ayons pu en être une toute petite partie. Toutes les routes ne sont pas directes, je sais, ça a toujours l'air super simple quand on en parle à la fin. On a réussi à obtenir des documents par 3 chemins différents, etc. C'est souvent épuisant, cela prend du temps et c'est parfois lié à un fort potentiel de frustration. Tu dis clairement que cela en vaut quand même la peine et je suis absolument d'accord avec toi pour dire que, jusqu'à un certain point, c'est la seule voie possible. Il faut apprendre comment le processus fonctionne. Tu as évoqué les coûts et c'est un sujet récurrent pour les établissements de soins de longue durée qui ne sont pas aussi structurés. Combien cela coûte-t-il et est-ce rentable au final? Tu as mentionné cet investissement initial si l'on est prêt à sauter le pas. Oui, c'est un calcul très simple. Combien coûte un lit vide à l'entreprise? Et si je compare cela à ce que je paierais, théoriquement sur le moment, pour faire venir une personne dans le pays, la former ici et peut-être la garder chez moi à moyen ou long terme, c'est alors un investissement qui sera rentabilisé en 1 ou 2 ans.
Ensuite, le lit pourra toujours être occupé à long terme par une personne nécessitant des soins. Et la personne qui travaille au chevet du patient est celle que j'ai peut-être fait venir de l'étranger il y a 1 ou 2 ans. En tant qu'entreprise, il faut toujours en être conscient. Il est plus coûteux de fermer des unités de vie ou de laisser des lits vides que de faire venir du personnel de l'étranger tôt ou tard. Absolument vrai. Vous êtes sur la bonne voie. Tu as brièvement évoqué ou suggéré vos mesures d'intégration. Quels instruments sont réellement importants lors de l'intégration auxquels il faut penser à l'avance? On ne peut pas commencer à y réfléchir quand la personne est déjà là, en plein processus de reconnaissance ou de mesures d'adaptation. Quelles choses concrètes recommanderais-tu à un établissement de soins de longue durée à Berlin? Ce sont en fait des détails du quotidien. Il y a d'abord, bien sûr, la langue. Il faut être conscient que beaucoup d'instituts de langue à l'étranger enseignent le Hochdeutsch, l'allemand standard. Or, je suis berlinois de naissance. Si je commençais à parler avec l'accent berlinois et que je disais Ich muss mal schiffen, c'est-à-dire je dois aller pisser, la personne me regarderait en se demandant ce que je veux faire avec un bateau, qui veut dire Schiff en allemand. Tout le monde sait qu'une personne doit faire pipi ou aller au petit coin. Ce sont des petits détails que l'entreprise doit noter et se dire d'accord, si je vais jusqu'au bout, je dois sensibiliser mon personnel actuel pour que, du moins au début, on facilite au maximum l'intégration de ces personnes dans l'équipe via la langue. Le deuxième aspect est qu'il faut être conscient que la reconnaissance et l'intégration prennent du temps. Et pour cela, il faut être prêt à mettre à disposition d'une personne, ou idéalement d'une équipe d'encadrement pratique, quelqu'un qui l'accompagnera durant cette reconnaissance. S'il y a des questions sur les soins, ou par exemple sur la désinfection des mains, quelles sont les différences? Ce sont d'une part des difficultés linguistiques, mais aussi bien sûr des difficultés d'application, car on a peut-être d'autres habitudes dans son pays d'origine. Et le troisième aspect est bien sûr, que se passe-t-il si la personne a le mal du pays? Ai-je une personne de contact dans l'entreprise qui aide à surmonter ce moment difficile et qui dit par exemple « ce soir je t'emmène au restaurant » ou « On va manger des plats de chez toi ». On trouve toujours quelque chose comme ça à Berlin. Ce sont les trois aspects qui, de mon point de vue, sont très importants, particulièrement pour le secteur des soins de longue durée. Oui, il y a un autre sujet qui, je crois, préoccupe tous les établissements à Berlin, le logement. C'est un sujet difficile parce que la situation immobilière est très tendue, non seulement pour les professionnels venant de l'étranger, mais de manière générale. Je sais que vous avez mis à disposition une unité de vie. Cela facilite bien sûr l'arrivée quand on sait qu'on a au moins un point de départ pour se loger. Que recommanderais-tu, d'après ton expérience, si cela n'est pas possible? En fait, cette expérience n'est pas si lointaine. Il y a 3 ans et demi, lorsque notre foyer était en partie en travaux et en rénovation, nous avons aussi manqué de logement. Dans ce cas, nous nous sommes adressés à une auberge de jeunesse ici à Berlin qui était prête à fournir une adresse de domiciliation. Nous avons pratiquement loué l'auberge. C'était 14 petites chambres avec une belle vue sur une zone forestière. En tant qu'entreprise, nous les avons louées pour, presque 1 an et nous y avons logé nos apprentis indiens. Cela a super bien fonctionné. Le gérant de l'auberge était ravi, il a reçu son argent régulièrement chaque mois pendant 1 an. Les professionnels indiens étaient super, super contents, parce qu'ils avaient, entre guillemets, ce luxe cool. Et après 1 an, quand les logements ici ont été à nouveau disponibles, ils ont déménagé. Cela nous a vraiment aidés. C'est une bonne possibilité, à long terme comme à court terme, car l'expérience montre qu'il faut bien 1 an pour trouver un appartement à Berlin. Et si l'on est dynamique et que l'on connaît l'une ou l'autre société de logement, ou que l'on peut solliciter les voisins, c'est aussi un bon conseil à donner. Essayez. Si je te comprends bien, c'est le pragmatisme et la créativité qui finalement font la différence. Absolument. Pour mener à bien ce processus parfois chaotique et fidéliser le personnel durablement. Pour finir, peut-être une dernière question. Il y a bien sûr beaucoup de candidatures spontanées qui vous parviennent ou des agences de recrutement qui frappent à la porte en disant j'ai tant d'apprentis ou de professionnels de santé venant des pays X, Y et Z. Comment gérez-vous cela et comment garantissez-vous que cela reste juste et transparent pour tout le monde?
Alors, nous avons la chance d'avoir une équipe qui s'occupe exclusivement des collaborateurs étrangers et qui assure pratiquement 90 à 95% de la présélection. Nous avons maintenant 3 ans d'expérience et nous pouvons très très bien évaluer la probabilité qu'une personne qui postule puisse entamer et réussir le processus de reconnaissance. Beaucoup ont déjà organisé leur propre avis de reconnaissance à l'avance, ce qui nous aide en tant qu'entreprise et constitue un premier signal positif. Nous rencontrons ensuite ces personnes en ligne pour un premier entretien, nous effectuons ainsi la première présélection, puis nous présentons effectivement les candidats aux différents sites. Ce qui est toujours important avec le grand nombre de candidatures spontanées, c'est de garder une vue d'ensemble. Pour cela, il faut un système. Outlook ne suffit pas. Il faut vraiment un système de gestion. Et on devrait pouvoir et devoir se l'offrir à partir d'une certaine taille d'entreprise. D'accord, donc organisation et vue d'ensemble, c'est un mot-clé très important que tu cites. Mais comment garantis-tu que cela reste juste, c'est-à-dire qu'aucun frais ne reste à la charge du professionnel ou de l'apprenti à l'avance? On pourrait dire cyniquement, c'est bien pour moi, je n'ai rien eu à payer, tout a déjà été réglé avant, je paye peut-être le vol, et puis la personne est là. Comment garantissez-vous que la personne ne s'endette pas? Nous avons, en tant que Caritas, cette promesse qui est, je pense, très ancrée dans l'entreprise. Nous mettons l'humain au centre. Nous prenons effectivement en charge tous les frais dès le début, que ce soit la traduction, le vol ou ici le premier mois de l'abonnement mensuel pour les transports publics. C'est notre promesse, on peut aussi la voir sur notre page carrière. C'est aussi ce que nous communiquons toujours dans notre communication externe et dans les annonces que nous avons placées à l'étranger. Il n'y a aucun frais pour toi et nous tenons parole. Je sais qu'il existe aussi le label pour le recrutement équitable. Nous avons d'ailleurs déjà envisagé de l'obtenir. Restez bien avec nous, nous allons expliquer dans un instant pourquoi ce label n'est pas seulement un joli autocollant sur une page d'accueil. Surtout, nous parlerons de la manière dont la transparence peut protéger contre l'endettement et pourquoi un bon matching est la clé pour que les professionnels de soins ne viennent pas seulement à Berlin, mais aient aussi réellement envie d'y rester durablement et avec plaisir. Super. Comment garantis-tu la sécurité de planification? Quand on regarde la politique du personnel dans les différents établissements, il y a toujours des gens qui partent à la retraite, des gens qui changent d'avis en disant «Oui, j'ai fait ce métier, mais il y a d'autres horizons que je voudrais explorer». Comment garantissez-vous d'avoir toujours assez de personnel, si je puis dire? Oui, en fait, il y a un échange très étroit entre les différentes directions de site, généralement toutes les 2 à 4 semaines selon la taille du site, où nous discutons des thèmes d'actualité liés au personnel. Nous planifions très longtemps à l'avance. Si nous savons par exemple pour 2027 que nous avons tel ou tel nombre d'apprentis, nous commençons déjà en 2026 à mener les premiers entretiens. Et il en va de même pour d'éventuels agrandissements ou des départs à la retraite. C'est le b.a.-ba, mener une planification du personnel de manière si continue que l'on peut dire presque au jour le jour de quoi on aura besoin dans 3 ou 4 semaines. Il y a toujours des imprévus, aucun doute là-dessus, mais c'est l'exception. Grâce à un tel suivi toutes les 2 à 4 semaines, la planification est très, très bien réalisable. Et cela ne prend pas longtemps. Une fois que c'est standardisé, cela prend 10 ou 15 minutes de discussion. Telle et telle personne part, que voulons-nous faire, quelles sont les mesures. Ensuite, on se met d'accord, on dit oui ou non, et on se met au travail. D'accord, tu parles de 3 ou 4 semaines. Nous savons qu'un processus pour un professionnel de santé international ou un apprenti dure des mois. Cela ne coïncide pas, cela ne peut pas fonctionner ainsi. Comment gérez-vous cela? Notre expérience nous dit qu'il nous faut entre 12 et 18 mois avant que la personne ne soit réellement devant notre porte. Cela signifie donc que nous regardons très très loin dans l'avenir. Nous analysons les départs à la retraite, nous voyons combien de personnes vont nous quitter, nous ajoutons le taux de rotation normal et nous planifions à l'avance. Je peux déjà dire qu'en 2027, je compte environ 55 à 60 arrivées au stade actuel. C'est pratiquement le déroulement pour le premier semestre 2027. Et pour le second semestre 2027, nous en discuterons dans les 3 ou 4 prochaines semaines.
Ce sera aussi environ 30 à 35 personnes, afin que nous puissions compenser ces départs naturels. Cela signifie donc que tu anticipes cette période d'environ 1 an ou 1 an et demi pour l'apprentissage de la langue dans le pays d'origine, le visa, etc. Et tu dis que je dois intégrer ce délai pour garantir la sécurité de la planification. L'avantage, c'est qu'une fois que l'on a démarré, on peut faire tourner ce processus en continu. On sait toujours, de manière relativement fiable, que la personne sera là dans 12 à 18 mois. Cela signifie que si je suis au 6e mois, je peux pratiquement déjà recruter les prochaines personnes qui arriveront dans 2 ans. Exactement, c'est un peu un jeu mathématique avec le calendrier, mais cela signifie surtout qu'un point essentiel, selon toi, est de planifier suffisamment à l'avance. Exactement. Il y a bien sûr toujours des hauts et des bas dans tout ce processus. Pour conclure, comment évaluerais-tu les do's and don'ts pour le recrutement international de professionnels de santé et d'apprentis? Quels seraient tes principaux conseils? Il est très très important d'être transparent. On ne devrait pas essayer de vendre la vie en Allemagne aux gens avec des attentes exagérées. Il faut rester très proche de la réalité car la personne quitte son pays et c'est une étape très importante. Si elle arrive ici et qu'elle est déçue au plus haut point, ce n'est bon pour personne. C'est l'affirmation la plus forte que je puisse faire. Mais il est aussi important qu'une personne ne soit pas seulement là pour travailler. Elle commence ici une nouvelle vie. Et on devrait vraiment lui permettre de mener sa vie ici de manière agréable et selon ses propres intérêts. Pour moi, il est crucial de ne pas voir seulement la force de travail, mais de voir l'être humain. C'est un point à respecter absolument. Ce qui ne va pas du tout, et je le répète sans cesse, c'est de partir du principe que la personne arrive et commence à travailler, puis de la laisser tranquille, de la jeter, pour ainsi dire, dans l'eau froide. Pour moi, c'est un no-go, c'est impossible. Il faut absolument éviter cela. Je sais qu'il y a des entreprises qui le font. C'est terrible. Beaucoup de gens qui ont vécu cela sont parfois traumatisés. Et ce n'est pas beau. On devrait vraiment accueillir la personne. Et c'est, je crois, la plus grande chose que l'on puisse faire. C'est magnifiquement dit, je n'aurais pas pu mieux dire. Accueillir signifie aussi, tu l'as dit plus tôt, et je voudrais le rajouter ici, préparer le personnel déjà en place. On ne peut accueillir quelqu'un que si ceux qui accueillent savent comment faire, quel travail les attend et quel soulagement cela apportera à l'équipe de recevoir de nouveaux collègues. Que ce n'est pas seulement du travail, mais que cela peut aider la structure à l'avenir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ce fut un grand plaisir d'être assise ici avec toi pour discuter de ce sujet et je te souhaite beaucoup de succès pour la suite. Merci beaucoup. Nous allons maintenant approfondir tout cela. Je suis très heureuse d'entendre directement ensuite la perspective de l'instance d'évaluation. Comme annoncé, nous parlons avec Anne-Christine Wedeking. Elle est l'experte lorsqu'il s'agit du label de qualité, soutenu par l'État pour le recrutement équitable. Nous allons maintenant regarder quels critères se cachent derrière ce label et comment il est possible, avec toutes les parties concernées, de faire du recrutement une réussite. Anne-Christine, je te laisse te présenter. Je suis ravie que nous puissions discuter de ce sujet aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. Je m'appelle Anne-Christine Wedeking. Je dirige le bureau de l'Association pour la qualité du recrutement et du placement de personnel soignant étranger, la Gütegemeinschaft Anwerbung und Vermittlung für Pflegekräfte aus dem Ausland e.V., en abrégé GAPA, au sein du Curatorium Deutsche Altershilfe. C'est l'organisme qui délivre le label de qualité. Et oui, cela se passe dans le cadre de cette association où s'engagent différents recruteurs qui possèdent le label, des employeurs, mais aussi, espérons-le, de plus en plus de professionnels de santé à l'avenir. Merveilleux. Beaucoup connaissent déjà le label de qualité, mais probablement pas encore beaucoup à l'étranger. Nous avons probablement de nombreux professionnels de santé qui n'ont jamais entendu parler du label de qualité. Peux-tu nous citer quelques critères pour lesquels ce label a été conçu et ce qu'il vise à accomplir? D'abord, concernant la notoriété.
C'est précisément pour cela que nous planifions actuellement différentes campagnes sur les réseaux sociaux dans les pays d'origine, afin que les professionnels qui sont déjà venus en Allemagne ou qui sont encore dans le processus expliquent le label de qualité ou présentent ce que cela leur a apporté, pour créer un peu plus de visibilité. Fondamentalement, les critères du label sont la transparence, le caractère écrit et le fait que le risque économique ne soit pas supporté par les professionnels de santé. Pour être plus concrète, ce principe de transparence et de forme écrite signifie simplement que les soignants ont des contrats où les droits et devoirs sont présentés et qu'ils peuvent les lire dans une langue qu'ils comprennent. Et je crois que c'est là que tout commence quand on parle de ce qu'est un recrutement équitable. Que toutes les parties impliquées sachent exactement ce qui constitue ce processus de recrutement, qui s'occupe de quoi, et qu'aucun frais ne soit à la charge des soignants. C'est là que s'applique le principe Employer Pays, qui est un autre critère central du label. Justement, tu as dit d'une part que les coûts sont un facteur qui rend un recrutement équitable. Tu as parlé de communication et du fait que toutes les parties sont informées. Qui peut d'ailleurs demander un label de qualité ? Les agences de placement de personnel et les établissements ou hôpitaux qui recrutent eux-mêmes peuvent en faire la demande. C'est-à-dire ceux qui recrutent des professionnels de l'étranger sans passer par une agence. Et comment puis-je savoir, si je suis par exemple un infirmier au Mexique, qu'une agence des recrutements ou même un employeur à Berlin possède ces labels ou porte ce sceau ? On le reconnaît en tout cas à ce label de qualité RAL. C'est un format carré ou rectangulaire où le logo figure avec l'intitulé. Les professionnels, mais aussi les employeurs, peuvent s'informer sur notre site web, ou plutôt nos sites web. Il existe un site allemand, consulté principalement par les employeurs ou les clients des recruteurs. Les agences possédant ce label y sont listées. On peut aussi filtrer par pays. Et ce qui est très cool, c'est que dans les prochains jours, notre site international sera également publié en espagnol. Cela signifie que, si je suis un professionnel du Mexique, je peux aller sur ce site et voir quelles agences de recrutement sont actives au Mexique et si elles sont certifiées par le label de qualité. C'est super cool. Comme nous proposons aussi des conseils en espagnol au Centre de conseil de Berlin, c'est merveilleux. Nous inclurons volontiers les liens dans les notes de l'émission pour diffuser l'information. C'est génial. Nous avons parlé des critères d'un label de qualité et nous avons vu qui peut en faire la demande. Tout cela semble si simple. Est-ce vraiment simple ou y a-t-il des astuces et beaucoup de travail du côté des demandeurs ? Alors ce n'est en aucun cas simple, c'est un retour que nous recevons souvent. Au bureau, nous sommes bien sûr là pour conseiller. Si quelqu'un a des problèmes avec la demande ou des questions sur l'interprétation des critères, nous sommes là pour l'aider. Nous avons une aide assez détaillée sur notre site web où l'on peut voir ce qu'il faut télécharger en tant que recruteur ou établissement, ce qu'il faut écrire dans ses conditions générales de vente. Le catalogue de critères est déjà très complet et peut servir de guide. Si l'on ne s'est jamais penché sur la question de savoir à quoi doivent ressembler ces processus, on peut consulter ce catalogue et l'utiliser comme fil conducteur. Et ce qui est bien avec ce label, c'est que ce n'est pas une simple autodéclaration du type « oui, je respecte tout », mais c'est réellement vérifié. C'est ce qui rend la chose « difficile », entre guillemets, car il faut fournir certains documents et éventuellement adapter ces processus. C'est audité et nous ne le faisons pas nous-mêmes. Nous mandatons des examinateurs externes qui analysent ces documents. Cela signifie donc que lorsqu'une entreprise ou une agence a été certifiée, ce n'est pas pour l'éternité, je ne fais pas le travail une seule fois, mais je dois continuer à prouver régulièrement que mes processus restent équitables et transparents. Exactement, et cela se passe de deux manières. D'abord, ce label est toujours délivré pour 2 ans, ce qui signifie qu'après 2 ans, il faut le faire réévaluer. Entre-temps, les entreprises sont tenues d'effectuer un autocontrôle. Cela semble plus compliqué que ça ne l'est. On pourrait simplement appeler cela une gestion de la qualité interne. Par exemple, si l'agence apprend que l'école de langue XY au Mexique demande de l'argent au candidat et qu'elle en est informée, elle doit prouver comment elle a réagi et que les frais ont été remboursés aux professionnels de santé. Ce type de gestion de la qualité interne joue donc aussi un rôle.
C'est un bon point, car nous voyons souvent lors des conseils que les soignants ne savent pas s'ils sont responsables du paiement des cours de langue, par exemple. Ou alors, lorsqu'ils sont en cours de langue dans leur pays, ils ne peuvent pas gagner d'argent en même temps. C'est ce que tu as mentionné avec le principe Employer Pays. J'ai encore une question. Dans quelle mesure les professionnels peuvent-ils s'adresser directement à quelqu'un en disant « Je sais que vous êtes certifié, cher recruteur, je sais que je n'ai pas à financer ma subsistance moi-même tout en payant le cours de langue et ceci et cela ». Vers qui se tourne-t-il s'il remarque que quelque chose ne fonctionne pas dans le système malgré la présence du label? Ils peuvent en tout cas s'adresser à nous. Cela arrive effectivement et nous sommes alors obligés de faire un suivi et de découvrir ce qui a mal tourné. Dans ce cas, une agence pourrait se justifier en disant « Non, nous avons listé ceci et tous les processus sont conformes à ce que nous avons déclaré lors de l'examen ». Mais il est déjà arrivé que, suite à des signalements de soignants ayant pu apporter des preuves, des labels soient retirés. Cela montre encore une fois que rien n'est acquis pour l'éternité et que nous dépendons de la collaboration des soignants. C'est pourquoi il est si important que le label soit connu et diffusé dans les pays d'origine. Exactement. Super. As-tu une histoire de réussite? Peux-tu nous dire où cela a fait une différence qu'une entreprise ou une agence soit certifiée ou non? Je diviserai la réponse en deux, car d'un côté, les recruteurs ou établissements certifiés nous rapportent que les personnes recrutées ont tendance à rester plus longtemps dans l'entreprise que celles recrutées par des voies non certifiées. Nous avons réalisé un sondage auprès de nos membres et il en ressort qu'après 1 an, 90% des professionnels recrutés sont encore chez leur premier employeur et après 3 ans, ils sont encore 75%. C'est là le véritable facteur de réussite de ce label. Les processus sont très bien vérifiés et grâce à la transparence, les professionnels savent dans quoi ils s'engagent. Et cela commence bien sûr par un bon matching. Pour y revenir, oui, exactement. Et concernant les soignants, j'évoquais tout à l'heure la campagne sur les réseaux sociaux. Les professionnels y expliquent, nous avons eu des campagnes en Inde et aux Philippines, pourquoi il était important pour eux de choisir une agence avec un label de qualité. On peut visionner ces vidéos sur notre site international ou sur notre compte Instagram et d'autres arriveront bientôt. Je pense que toutes ces vidéos illustrent ces histoires de réussite d'une certaine manière. Tu dirais donc que les professionnels qui souhaitent venir à Berlin pour travailler dans les soins de longue durée et qui ne savent pas exactement comment le processus se déroule ont un avantage à choisir une entreprise possédant un label de qualité, que cela fait une grande différence par rapport à une entreprise non certifiée. Absolument, ne serait-ce que par la quantité d'informations disponibles à l'avance sur l'ensemble du processus. Nous avons une brochure d'informations au nom compliqué, Migration de main-d'œuvre dans les soins vers l'Allemagne. Mais pour simplifier, nous l'avons traduite en 10 langues. Ainsi, le plus grand nombre possible de professionnels peut comprendre ce qui y est écrit et s'informer davantage. Cette brochure doit être mise à disposition par l'agence ou l'établissement certifié avant la signature de tout contrat de placement ou de travail. Elle ne prétend pas dire que tout ira bien si vous l'avez lu, mais elle indique clairement les endroits où s'informer. Ce qu'il faut absolument savoir avant de venir en Allemagne. Qu'est-ce que la réserve médicale, par exemple? Ces choses-là y sont expliquées. L'objectif du label est que les professionnels puissent prendre des décisions éclairées. Pour revenir au niveau de l'établissement, cela signifie que certaines informations sur l'offre d'emploi doivent être claires. Et si un employeur a une bonne gestion de l'intégration en entreprise, cela peut aussi y figurer. L'avantage est que le professionnel peut décider lui-même. Je veux aller chez cet employeur, mais pas chez celui-là, parce qu'il n'a peut-être aucune mesure d'intégration. Ce n'est donc pas une offre attractive pour moi. C'est là que se crée la différence, mais aussi les histoires de réussite, de ceux qui se sentent bien et restent chez leur premier employeur. Exactement, tu touches un point important. Beaucoup de soignants, comme nous tous quand nous voyageons, ont une idée et des attentes sur ce que peut être le travail dans les soins de longue durée à Berlin. Et beaucoup sont malheureusement déçus, car la réalité sur place ne correspond pas à leur vision. On voit des différences tant dans le processus de reconnaissance,
l'idée qu'on s'en fait, que chez les professionnels qui nous disent « on nous a dit qu'on arriverait ici et qu'on commencerait à travailler tout de suite ». Ou alors « j'ai une licence et je vais dans les soins de longue durée, mais on ne nous a pas dit qu'on aurait préféré être en milieu hospitalier ». Ce sont de nombreuses attentes qui jouent un rôle. Selon toi, dans quelle mesure ces défis liés aux attentes peuvent-ils être minimisés, sinon effacés, par le label de qualité ? Je crois qu'on ne pourra jamais régler cela totalement. Je veux dire, quiconque a déjà vécu un hiver à Berlin, qu'il vienne d'Allemagne ou d'ailleurs, sait que c'est vraiment, vraiment dur. Et on ne peut pas résoudre ça avec une brochure. Mais là où le label aide, c'est en fournissant des informations transparentes pour mieux se projeter. Nous conseillons toujours aux établissements ou aux hôpitaux de regarder le parcours et la formation des gens pour assurer un bon matching. Quelqu'un qui a 5 ans d'expérience en pédiatrie ne devrait pas être affecté en gériatrie. C'est souvent là que commencent les problèmes d'attente. Qu'attend-on réellement des gens ? Comment puis-je m'intégrer en tant que professionnel arrivant en Allemagne avec un niveau d'allemand B2 ? Voilà pour ce point. Tu viens de dire qu'il est important que les entreprises ou établissements communiquent de manière transparente sur leurs mécanismes et processus d'intégration, de prise de poste, d'onboarding, de formation, etc. Mais aussi sur les services qu'ils ont. Est-ce des soins de longue durée ou autre chose ? Car dans le monde, soin ne signifie pas toujours la même chose. Ce sont des critères de communication transparente. Dans quelle mesure cela concerne-t-il aussi les agences de recrutement ? Elles n'ont pas de gestion d'intégration puisqu'elles n'embauchent pas directement. En quoi le label aide-t-il ici ? Les recruteurs placent quelque chose, en règle générale des contrats de travail, entre un employeur en Allemagne et un professionnel de santé intéressé dans son pays d'origine. Par conséquent, je dirais qu'ils peuvent et doivent avoir un œil sur ce que l'employeur propose réellement. C'est là qu'on distingue une bonne agence d'une moins bonne. Elle fait attention aux clients avec lesquels elle collabore. Et si ce client, l'employeur en Allemagne, a un bon concept de gestion de l'intégration, cela favorise la fidélisation à long terme. Les recruteurs ont aussi une responsabilité. Veiller à ne pas placer des gens dans des rapports de travail incluant des clauses de dédéformation ou de remboursement excessives. Malheureusement, on entend encore souvent que des professionnels sont liés pour 3 ans et qu'ils doivent rembourser une somme astronomique s'ils partent plus tôt. Ce n'est pas conforme au label de qualité. Ces points sont adressés par les critères du label pour que les recruteurs et les établissements veillent à ce que cela n'arrive pas. Cela signifie donc que les recruteurs certifiés sont responsables non seulement de la communication vers les soignants à l'étranger, mais aussi de la communication vers l'employeur. Ils doivent s'assurer que les services ou prestations d'intégration de l'employeur sont bien communiqués aux candidats. Est-ce que je comprends bien ? Ils sont, pour ainsi dire, un trait d'union pour que l'information circule directement lorsqu'ils servent d'intermédiaire. Le label couvre cet aspect et exige cela des agences de recrutement. Et c'est exact ? Oui, tout à fait. Les agences ne sont bien sûr pas responsables de la qualité de ce que fait l'employeur en Allemagne, mais certains recruteurs proposent dans leur offre de service d'accompagner l'employeur durant les premiers mois sur ces thèmes de gestion de l'intégration. Certains établissements font tout eux-mêmes et sont bien organisés, mais c'est parfois une prestation fournie par les agences. Si ce n'est pas le cas, le standard minimal fixé par le label est qu'il y ait des informations transparentes à ce sujet pour que le soignant puisse prendre une décision éclairée. Notre expérience est qu'il existe de nombreuses agences de recrutement possédant le label car elles y voient un avantage pour élever la qualité, absolument. Mais je connais très peu d'établissements employeurs qui se font certifier directement. Tu as dit que c'était possible. Pourquoi les chiffres sont-ils si différents ? C'est parce que, bien souvent, les établissements n'ont pas la capacité de construire et de mener eux-mêmes une stratégie de recrutement. C'est pourquoi ils font souvent appel aux services de recruteurs, ce qui n'est pas un mal,
Mais alors tous ces processus certifiés par le label se passent chez le recruteur et non directement chez l'employeur. C'est la seule raison de cette différence de chiffres. En principe, tout établissement peut recruter lui-même, mais comme c'est un processus complexe et long, ils font souvent appel au secteur du recrutement. Que conseillerais-tu à un établissement de soins de longue durée de Berlin qui dirait « Je veux quand même me lancer et être certifié pour faire un recrutement juste et de qualité ». Quels seraient les points les plus importants à mettre dans leur panier ? Je conseillerais avant tout de réfléchir aux services qui doivent être impliqués dans cet établissement. Cela signifie que non seulement les achats, mais aussi les ressources humaines et l'équipe de gestion de l'intégration doivent être impliqués. Car dès qu'un service se lance seul, sans que les autres ne soient au courant, c'est souvent là que ça devient critique et qu'une main ignore ce que fait l'autre. Il est donc conseillé d'embarquer toute l'équipe, y compris le personnel déjà présent, en expliquant pourquoi on suit cette voie et ce que cela signifie pour l'établissement. Ensuite, il est crucial de voir comment les processus sont mis en place. Y a-t-il des contrats ? Que règle-t-il ? Et selon moi, il est toujours primordial que l'employeur entre très tôt en contact avec les professionnels étrangers pour créer un lien émotionnel. Apprendre l'allemand n'est vraiment pas facile. Et si je m'engage dans cette voie compliquée, je veux savoir pour qui je le fais, qui sera mon employeur à Berlin. S'il se montre régulièrement via des appels vidéo, c'est un très bon signal pour les établissements. Et peu importe qu'ils travaillent avec une agence ou qu'ils recrutent eux-mêmes. Si les établissements voient les recruteurs comme des partenaires plutôt que comme de simples prestataires, un déclic se produit dans la compréhension globale du processus de recrutement. À savoir que l'employeur a aussi une responsabilité, qu'il externalise ou qu'il gère cela lui-même. Absolument. L'humanité doit rester au cœur et je trouve que c'est un aspect crucial. Toute l'équipe de l'employeur doit être intégrée à la réflexion. Tu as aussi évoqué les mesures d'intégration. Pour une fidélisation durable des professionnels, il est vital que ces mesures existent. Et si elles n'existent pas, elles doivent être développées, idéalement avant et non pendant le processus, tout à fait. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a énormément de points à traiter. Nous avons des établissements de soins de longue durée qui ne sont pas si grands. Ils sont plutôt petits et doivent se demander s'ils ont les ressources pour un tel processus. Existe-t-il des structures de soutien de votre côté ou ailleurs pour aider un établissement à se lancer ou l'accompagner durant ce parcours ? Des structures de soutien pour construire un processus de recrutement, je dirais non, pas directement. Ce que nous proposons, c'est ce catalogue d'exigences qui définit ce qu'est pour nous un recrutement éthique et comment mettre en place des processus équitables. J'ai vu souvent des établissements de soins engager des consultants en entreprise pour les aider à établir ces processus. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes, mais nous fixons les lignes directrices. Nous ne pouvons que saluer le fait qu'un établissement se lance, mais il faut être conscient que ce n'est pas simple et que cela doit être bien réfléchi. Absolument. Il existe d'ailleurs des projets de soutien au niveau fédéral pour les mesures d'intégration dans les établissements, notamment de longue durée. Une chose très importante, tu as raison, c'est que ce n'est pas un sprint, mais un marathon. Mais si je te comprends bien, quand je vois les critères, c'est quelque chose de durable. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait pour le ranger dans un tiroir ou un placard, mais cela doit aider tout le processus et toute l'entreprise, que les recrues internationales soient des professionnels de santé ou des apprentis, ou même des soignants européens ou locaux. C'est super que vous ayez cette sorte de checklist. Je vois cependant le besoin de conseils et de structures parallèles. J'ai entendu parler d'outils numériques. Une boîte à outils se trouve chez vous, n'est-ce pas ? Peux-tu nous dire en quelques mots en quoi elle pourrait aider ? Oui, il existe la boîte à outils Culture de l'accueil et intégration. Elle comprend 15 domaines d'exigence dans lesquels des entreprises partagent des exemples de bonnes pratiques sur la manière dont elles ont abordé et mis en œuvre certains thèmes. Ces 15 domaines couvrent tout le processus, de la première étape de décision jusqu'au cas où quelqu'un souhaiterait démissionner. On y traite du mal du pays, des possibilités de formation continue ou d'évolution. Ce ne sont pas des documents que l'on imprime simplement. Il faut vraiment réfléchir à la manière de les appliquer dans sa propre entreprise.
Cette boîte à outils offre de l'aide sous forme de conseils, d'astuces et d'exemples concrets sur la manière d'aborder ces sujets. C'est donc plus un cadre pour se guider et trouver des informations sur des thèmes précis. Anne-Christine, merci infiniment pour toutes ces informations. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Je suis ravie que nous ayons un label de qualité et que de plus en plus d'établissements berlinois se lancent dans cette voie. Merci d'avoir partagé tes connaissances avec nous. Merci beaucoup. Et voilà, c'était déjà notre premier épisode de Arrivée dans les soins infirmiers. J'espère que vous avez pu en retirer autant d'inspiration et des connaissances professionnelles que moi. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Un immense merci bien sûr à mes invités, Helmut Hussmann et Anne-Christine Wedeking, pour leurs paroles très ouvertes. C'était un plaisir de vous écouter. Si cet épisode vous a plu, rendez-nous et rendez-vous aussi un petit service. Abonnez-vous directement à ces podcasts dans votre application. Pourquoi ? Parce que nous sommes déjà en train de préparer l'épisode 2. Il arrivera à l'automne. Si vous activez la petite cloche d'abonnement, le nouvel épisode arrivera sur votre téléphone dès sa sortie. Et vous ne manquerez rien. N'hésitez pas non plus à consulter les notes de l'épisode. Vous y trouverez les liens vers BFAP, vers le label de qualité et vers d'autres éléments que nous avons entendus et abordés aujourd'hui. Nous serons bien sûr heureux de continuer à vous accompagner dans votre arrivée. À la prochaine fois, à l'automne, restez motivés. Et tout le meilleur pour votre quotidien dans les soins à Berlin. Je vous le souhaite du fond du cœur. Votre Déborah.